Se dire arabe au Canada, un siècle d'histoire migratoire, c'est l'ouvrage publié aux presses de l'Université de Montréal par l'historienne Ouda Assal, qui est mon invitée. Madame Assal, bonjour. Bonjour. Un sujet qui est, j'allais dire, d'une actualité permanente, parce qu'effectivement, ces Arabes, entre guillemets, parce qu'ils sont multiples, sont arrivés chez nous. Vous dites un siècle parce que votre recherche s'arrête il y a quand même quelques décennies, mais on remonte en fait à la fin du 19e siècle pour voir les premiers venant du Levant venir s'installer ici. Tout à fait. La date exacte est 1882. C'est là qu'on a retrouvé la première trace d'une personne venue de Zahle, de ce qui deviendra le Liban, mais à l'époque c'est la Grande Syrie. Donc c'est l'Empire ottoman d'ailleurs. Et donc ces premiers migrants arrivent à Montréal d'ailleurs. Donc ils sont 4-5, ils se reconnaissent dans la ville et ils commencent à créer petit à petit des églises, des associations. Et donc je me suis intéressée à leurs premières organisations collectives, sociales, religieuses et ensuite à leur mobilisation politique. Et il n'y aura pratiquement pas d'interruption, sauf, en fait, oui, il y a des moments forts, ceux des grandes crises, des grandes guerres, des migrations, des masses de réfugiés, le terme n'est pas nouveau, qui fuient les conflits locaux chez eux et qui vont partir dans des pays où leur foi, où leur personnalité, leur couleur, leur identité, leur langue peuvent être respectées. C'est à peu près l'histoire qui se répète tout le temps, hein? Tout à fait. L'histoire des migrations internationales, c'est une histoire, c'est l'histoire de l'humanité. On a toujours circulé et c'est vrai qu'à partir de cette région-là, le Mashrek, on va dire, il y a eu des départs massifs à la fin du 19e, mais c'est vrai que ça ne s'est jamais arrêté. Sauf qu'ils arrivent là où ils peuvent arriver. Et c'est vrai qu'au Canada, à partir de 1908, on va avoir des lois restrictives très importantes. Donc, dans ces cycles d'immigration, il va y avoir des interruptions et des moments où on va interdire l'entrée, notamment des Asiatiques, très fortement, des Chinois. Il y a un Chinese Act particulier. Mais les gens du Mashrek vont se retrouver dans ces restrictions anti-asiatiques au moins jusqu'aux années 50. Puis petit à petit, ça va se libéraliser, s'ouvrir. Et ils vont d'ailleurs lutter contre ces lois restrictives racistes, en fait, qui ont été mises en place au Canada, notamment. En faisant toute cette recherche, c'est parce qu'ils sont multiples, je le disais d'ailleurs. Le fait de se dire arabe, c'est le titre de votre ouvrage, c'est souvent un geste qu'on doit poser volontairement parce que il doit résumer une série d'identités nationales, linguistiques, religieuses. Ça fait tout un paquet pour se définir. Et puis lorsqu'on dit à quelqu'un, mais moi je suis arabe, mon voisin ne l'est pas et pourtant si vous le regardez, vous avez l'impression que oui. Donc c'est vraiment un travail de réflexion pour s'identifier, se définir dans la société. Tout à fait. Et cette définition, elle est à la fois personnelle, collective, et elle est aussi tributaire, on va dire, des assignations extérieures. C'est-à-dire que justement, quand il y a des lois migratoires restrictives, quand il y a des discriminations, du racisme, les catégories des groupes vont changer. Donc les gens, par exemple, vont se dire arabes, syriens, libanais, selon la manière dont c'est perçu dans la société. Donc aujourd'hui, on va avoir des personnes qui vont dire non, moi je ne suis pas arabe, je suis libanais parce que c'est un peu mieux perçu, ou ils croient que c'est mieux perçu, ou ça correspond vraiment à leur identité, ça dépend. Donc on a toute cette complexité dans les identités personnelles et collectives qui est très importante à déconstruire. Et moi, le but, c'était justement pour moi d'aller chercher ces voies-là, d'aller voir comment eux s'auto-définissaient, comment ils s'appelaient eux-mêmes, et c'est très multiple, très complexe sur les 100 ans que j'analyse, et en même temps, comment ça dépend de la manière dont l'État ou la société les perçoit et les catégorise également. Oui, parce qu'il y a des périodes de grande ouverture, d'harmonie, où on se pose pas de questions. Et lorsqu'il y a des tensions, souvent reliées d'ailleurs à de l'action qui se passe ailleurs sur la planète, on va invoquer le terrorisme pour commencer à cibler des gens, en tout cas les filtrer autrement, soit à l'entrée ou même sur le territoire. Parce que, par exemple, pour ce qui est de... il n'y a pas eu que Maher Arar qui a été déporté, on le sait, après des informations filées par la GRC aux Américains et qui a subi la torture que l'on sait, dans les circonstances que dont le Canada peut pas se vanter, ça c'est moins qu'on puisse dire. Mais sans aller jusque-là, par exemple, il y a plusieurs communautés arabes au pays qui ont été sous observation dans des périodes de tension. Tout à fait. Alors elles ont été sous observation, moi je dirais... historiquement, moi, ce que je retrouve, c'est à partir des années 1950, on va dire, où vraiment il y a une question politique qui devient sensible pour les relations internationales canadiennes, et c'est autour de la question palestinienne et autour d'une critique du Canada comme étant biaisée. Donc, on va avoir dès 45, autour de la création de l'État d'Israël notamment, une critique de la part de certains militants arabes qui sont très peu nombreux tout au début et deviennent beaucoup plus nombreux dans les années 60-70, une critique de l'État canadien en lui disant vous avez une position partisane, alors que le Canada, dans ces pays-là et sur la scène internationale, essaie de donner une image de modération, de médiation, une image très proche de l'ONU, ce qui est critiqué par les militants. Et ça, le gouvernement canadien, et moi je le vois dans des archives, est très suspicieux par rapport à ça, très hostile et ne veut surtout pas
qu'on critique. Donc, il se met à surveiller ces militants de plus ou moins près. Alors, au début, juste en ouvrant des dossiers sur eux, dans les années 50. Mais dans les années 60, 70, là, on est dans la réelle surveillance, où on a des ouvertures de courrier, une surveillance. Donc là, c'est pareil, des archives qui le démontrent. On va vraiment les surveiller et là, plutôt les suspecter comme étant possiblement terroristes. Oui, et en fait, c'est là aussi qu'on fait des amalgames, d'ailleurs, plusieurs contacts entre felkistes de l'époque et militants présumément affiliés à des mouvements terroristes ailleurs dans le monde arabe. On fait les liens tout de suite et la police dit, ben voilà pourquoi il faut surveiller absolument. Oui. Alors que dans la plupart des cas, je crois, sinon dans la totalité, ça s'est pas avéré. Vous avez parlé du Machrek et puis l'immigration maghrébine qui viendra plus tard. Donc, en fait, le premier étant le levant et l'autre le couchant, hein, finalement, c'est l'autre partie plus à l'ouest dans la Méditerranée. Est-ce que ça change quelque chose dans la perception que se font ces Arabes, parce qu'ils ne le sont pas tous, mais qui viennent de cette région-là du monde? Leur perception d'eux-mêmes ou la perception qu'on a d'eux. Alors oui, c'est assez intéressant de voir justement comment ces différentes vagues migratoires vont se reconnaître entre elles. Et les conflits sont pas forcément religieux, par exemple. Ils sont pas forcément nationaux. Ils sont parfois générationnels. Donc on peut être surpris aussi de la manière dont ils se divisent. C'est pas parce que c'est Maghreb, Machrek. Au début, ça joue pas de rôle. Moi, dans le livre, on voit justement que les militants pro-palestiniens, il y a déjà des Maghrébins avec les Moyen-Orientaux et on sait à peine quelle est leur nationalité, leur religion. Ça n'a pas une grande importance, justement. Et puis, petit à petit, évidemment, l'actualité, des problématiques tout à fait spécifiques à chaque pays vont créer des divergences ou des centres d'intérêt différents entre ces différentes communautés. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui au Canada et au Québec une diversité. On peut pas dire qu'on a une communauté arabe. On en a vraiment plusieurs qui se retrouvent parfois. Notamment la lutte contre l'islamophobie aujourd'hui. C'est une lutte qui peut faire converger parfois contre le racisme, mais pas toujours. Donc, et voilà, chez les enfants de 2e, 3e, 4e, 5e génération, parce qu'on remonte dans le temps, là, est-ce qu'il reste encore quelque chose de cette identité-là ou au contraire, ça s'est un peu laminé là, dans le four québécois? Il en reste. Les historiens des Arabes au Canada avant moi sont ces descendants-là. Je peux citer Baha Aboulaban ou Brian Aboud, qui sont des gens qui sont venus, qui sont vraiment des descendants de ces migrants-là, ce qui est pas mon cas. Moi, je suis une génération autre. Mais en tout cas, voilà, il y a un intérêt. Il y en a qui reconnaissent cette identité. On les voit parmi les associations des 3e, 4e générations dont les grands-parents sont arrivés au début du siècle. Peut-être plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que souvent, la recherche d'identité, quand l'actualité nous repose la question qui suis-je, d'où viens-je, c'est là que ça remonte à la surface. Alors ça, faut interroger, je pense, chaque individu, etc. C'est vrai que c'est des histoires personnelles, des parcours. Parfois, c'est juste un intérêt d'un héritage qu'on a. Parfois, c'est une sensibilité, un lien avec le pays d'origine. Ça dépend vraiment. Mais oui, c'est possible que l'actualité ou le fait qu'on soit sur le devant de la scène ou stigmatisé par rapport à une identité, on la retrouve et on la dilue pas. On va dire qu'elle peut se diluer peut-être plus facilement quand dans la société, on nous considère comme un Québécois, Canadien, Français. Oui, et en même temps, lorsqu'on a accès, comme aujourd'hui, comme jamais, en fait, à ce qui existe ailleurs, on peut vivre totalement dans l'actualité, par exemple, de Damas, même tout en vivant à Chicoutimi. C'est vrai, on le voit aujourd'hui. Il y a des églises qui ont parrainé des réfugiés syriens, tout à fait, qui sont des églises très anciennes que j'analyse justement dans mon ouvrage. Donc cette continuité, elle est encore présente, il me semble. Alors plus ou moins. Est-ce que ce travail-là de mémoire absolument obligé est pas terminé? D'abord, vous cessez il y a quelques décennies. Quelle pourrait être la suite de votre réflexion d'historienne à vous sur ce dossier-là en particulier? Alors, c'est un peu ce que j'ai poursuivi. Ce livre est le résultat d'une thèse de doctorat qui a été publiée en 2011, qui a été simplifiée, raccourcie pour qu'elle soit beaucoup plus grand public. Donc, c'est l'ouvrage que vous avez là. Mais donc, depuis 2011, moi, je travaille justement sur les questions d'islamophobie notamment, sur les questions de racisme et de discrimination et de la manière dont justement on a glissé de l'identité arabe vers l'identité musulmane, comment on a amalgamé les deux. Et il me semble que là, les continuités sont particulièrement intéressantes. Puis j'ai continué à m'intéresser aussi aux mobilisations politiques de ces populations, justement, puisque là, je m'intéresse à par exemple, leurs premières mobilisations sont pour la cause palestinienne, mais aussi contre une image négative dans les médias des Arabes. Et ça, on l'a encore. Je veux dire, c'est encore tout à fait présent de reprocher aux médias en général de donner une image du Moyen-Orient, des conflits, de l'islam aujourd'hui, qui est particulièrement négative et contre laquelle les personnes luttent. Donc, il me semble qu'il y a des continuités qui sont intéressantes. Puis, comme vous disiez, les questions de surveillance, par exemple, il y a une continuité aussi. C'est sûr. Aujourd'hui. Se dire arabe au Canada, un siècle d'histoire migratoire, d'Ouda Assal est publié aux presses de l'Université de Montréal.
Au bout du fil, Ouda Assal, elle a publié un livre. En fait, c'était une thèse de postdoctorat, Se dire arabe au Canada, un siècle d'histoire migratoire. Madame Assal, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir publier ce livre, Se dire arabe au Canada? Alors j'ai moi-même fait le chemin de l'immigration vers le Canada et comme j'étais historienne du monde arabe au départ, je me suis intéressée un petit peu à ce qui pouvait lier le Canada et le monde arabe et évidemment je suis venue assez spontanément à la question de l'immigration arabe au Canada, d'autant plus que je me suis aperçue qu'il y avait assez peu d'études sur cette minorité, cette population, qui pourtant me paraissait attirer l'attention des médias, de l'État, de l'actualité. Enfin, c'était pas une population secondaire ou une population dont on ne parle jamais. Et pourtant, il y avait eu assez peu de recherches historiques approfondies sur cette population au Canada en particulier et au Québec également, puisque j'ai travaillé sur l'ensemble du territoire canadien. Et lorsqu'on parle d'arrivée d'Arabes en Amérique du Nord, est-ce que ça s'est fait d'abord au Canada ou aux États-Unis? Alors non, au départ, c'est les Arabes, les personnes qui viennent du monde arabe, on va dire, du Mashrek, de ce qui deviendra le Moyen-Orient, partent vers les Amériques. D'ailleurs, parfois, ils embarquaient dans des bateaux, ils allaient vers America, ils ne savaient pas exactement où ils allaient atterrir. Donc, ils pouvaient atterrir en Amérique du Sud, à New York, très souvent. Donc, il y en a eu beaucoup plus aux États-Unis. Et un certain nombre, un tout petit peu plus tardivement, à partir de 1882, arrivent au Canada, parfois par les États-Unis ou directement par la Nouvelle-Écosse. Et donc là, on en a un certain nombre qui s'installent au Canada, mais ça fait partie d'un grand mouvement de population qui quitte cette région pour s'installer un peu partout dans le monde à ce moment-là, à la fin du 19e siècle. Est-ce que c'est pour cette raison que plus tard, par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre au Liban, on a vu beaucoup de gens qui peut-être avaient déjà des racines libanaises ancrées au Canada, qui se sont dirigés naturellement vers le Canada? Tout à fait. En fait, on a des chaînes migratoires qui se sont mises en place et qui ne se sont jamais vraiment interrompues. Donc évidemment, on allait vers à la fois les pays qui offraient des possibilités d'entrée. Donc en période de guerre, on va aussi là où on peut avoir un visa et une possibilité d'immigrer. Donc ça, c'est une des raisons. Il est vrai que le Canada a facilité l'immigration des Libanais au moment de la guerre civile, entre 75 et 90 en gros. Et donc, en effet, le fait que beaucoup d'entre eux avaient de la famille, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, c'est à peu près la même histoire, explique le fait qu'il y a eu un grand nombre qui s'est installé au Canada, en effet. Et notamment à Montréal, on a une chaîne migratoire importante, une des villes historiques de cette population au Canada. Oui, et parmi les gens qu'on dirait peut-être connus, mais qui ont participé à façonner cette place importante que cette immigration occupe toujours, il y a Razek Faraj qui a fondé le PAJU. Parlez-nous un peu de ça. Alors, Razek Faraj était un Palestinien qui a immigré au Canada. Alors là, il faudrait que je regarde mes notes pour retrouver, mais il y a des notices biographiques à la fin de l'ouvrage. Oui, c'est fin des années 60. Exactement. Et donc, il immigre et assez vite, il va faire partie d'un mouvement, en fait, de personnes qui vont militer pour la cause palestinienne, mais pour des causes liées au monde arabe, mais aussi liées à leur image au Canada, puisque les Arabes souffraient déjà à l'époque d'une image assez négative dans les médias, liée aux relations internationales, à tout un contexte politique. Et c'est très important de penser cette dimension des relations internationales dans l'image qu'une population peut avoir dans un pays donné. Et donc, Razek Faraj, par exemple, une des particularités qu'il a, c'est que justement, il a créé des liens avec des mouvements de la société civile québécoise, notamment les syndicats, des personnes comme Michel Chartrand. Et donc, avant de créer PAJU, il crée un collectif Québec-Palestine, où il va permettre aux syndicats de Chartrand, justement, de voter des motions pour l'autodétermination des Palestiniens. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'aujourd'hui, on voit la continuité de cette solidarité et d'une spécificité d'une solidarité québécoise avec la cause palestinienne liée à cette période des années 60-70, où il y a eu des ponts et des liens. Et d'ailleurs, il a par ailleurs aussi souffert de cela, puisqu'il a été donc surveillé, lui et d'autres militants, parce qu'ils étaient proches des mouvements souverainistes, mais aussi parce qu'ils étaient proches de la cause palestinienne, qui était considérée à l'époque comme particulièrement subversive, puisque le Canada continue à considérer l'OLP, par exemple, Yasser Arafat, comme terroriste pendant assez longtemps. Expliquez-nous pourquoi il y a encore des gens aujourd'hui qui refusent l'identification arabe. Est-ce que c'est parce que maintenant, on associe arabe à musulman et musulman à terroriste?
Alors, c'est une très bonne question et c'est une question très compliquée. En fait, tout mon ouvrage essaye de réfléchir à cette identification arabe. C'est pour ça que je l'appelle plutôt se dire arabe que être arabe. Mais en tout cas, ce que je montre pendant les 100 premières années de présence au Canada, c'est que cette identification à un monde arabe, à une histoire arabe, à une culture, à une ère géographique, elle est assez naturelle chez les premiers migrants. Alors, ce qui se passe après les années 80, et mon ouvrage s'arrête au moment des années 80, c'est qu'il va y avoir une diversification très importante de l'immigration arabe au Canada. Elle va venir à la fois donc du Liban, mais être beaucoup plus diversifiée. Et du Maghreb, oui. Et du Maghreb, bien sûr, qui est la grande vague migratoire depuis les 15-20 dernières années. Et donc, évidemment, là, l'unification est beaucoup plus compliquée. On a des dénominations identitaires, des appartenances sont beaucoup plus complexes. Pour ce qui est du Maghreb, par exemple, il y a l'identification berbère qui peut s'opposer à l'identification arabe aujourd'hui. Certains des Libanais, il y a une grosse division dans la communauté sur l'identification. Certains se considèrent Libanais, Phéniciens, d'autres se considèrent Arabes et d'héritage arabe. Donc, c'est des superpositions, on va dire, d'identités complexes qui reflètent à la fois les divisions dans le monde arabe, mais aussi, en effet, une tentative de ne pas être stigmatisés dans le pays où ils sont. Et il est évident qu'ici, au Canada, mais en Occident de manière générale, l'image de l'arabe est plutôt négative. Donc certains vont essayer de contourner cette image et de dire non, nous ne sommes pas arabes, nous ne sommes pas musulmans. Donc on espère ainsi être moins stigmatisés sur le terrain. Donc il y a à la fois des stratégies identitaires et des stratégies de contournement contre des stigmatisations et des discriminations. Oui, et ça, c'est un point que j'avais remarqué dans votre livre. Vous parlez de libanisation, donc refus de l'arabe, de la péninsule arabique, et on utilise le mot phénicien. Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, ce que j'essaye, alors là, c'est vraiment une posture d'historienne, c'est de ne pas être anachronique. C'est-à-dire que ces migrants qui, en effet, viennent plutôt de ce qui deviendra le Liban n'existait pas à l'époque, et eux-mêmes ne s'appelaient pas, ne se disaient pas libanais. Donc pour moi, les nommer aujourd'hui comme des Libanais, ce serait anachronique. C'est une façon de les libaniser et de leur enlever cette identité arabe ou même syrienne, puisqu'ils se disaient syriens, puisqu'ils venaient de la Grande Syrie, même quand ils venaient des villages du Liban. Voilà, c'est une manière de re-raconter l'histoire qui ne serait pas pour moi correcte d'un point de vue purement historique, voilà, de pertinence historique. Maintenant, évidemment, il y a un enjeu politique là-dessus qui est un enjeu propre au Liban et à la politique libanaise et qui mérite une attention à part entière, qui est qu'en effet, il y a une tentative de refus de l'héritage arabe dans certains courants politiques libanais. Madame Assal, vous, est-ce que vous vous dites arabe, française, maintenant canadienne? Je ne sais pas trop. Comment vous vous voyez? Oh, c'est très compliqué, justement. Je pense que ça mériterait une thèse entière sur moi-même. Mais je pense que je me vois tout cela à la fois. Donc, pour moi, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a tous des identités multiples, qu'on a le droit d'avoir des identités multiples. Mais le problème, c'est que de l'extérieur, on nous assigne souvent une identité. On nous oblige souvent à avoir une identité. Par exemple, on nous met une étiquette. Tout à fait. On nous met une étiquette, une catégorie. Et c'est évident que quand on est des minorités racisées en particulier, des minorités discriminées, et c'est clair que les populations arabes au Canada sont assez nombreuses, surtout au Québec. C'est la deuxième minorité racisée au Québec, après les Noirs. On a 20% d'Arabes, de personnes qui sont racisées comme Arabes. Et d'ailleurs, quand vous êtes Libanais, même si identitairement vous ne vous pensez pas arabe, vous pouvez être discriminé en emploi, par exemple, à cause de votre prénom ou à cause de votre apparence. Donc, on peut être discriminé au nom d'une identité qu'on reconnaît ou pas. Et c'est la même chose pour l'islam. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont considérées comme musulmanes, qu'elles le soient ou pas, identitairement, religieusement, croyantes ou pas. Donc, c'est ça, en fait, toute la question de l'assignation de l'extérieur d'une identité. Et au bout d'un moment, on se l'approprie, évidemment, puisque tout le monde nous perçoit ainsi, eh bien, on va retourner le stigmate ou se le réapproprier, trouver une manière positive ou au contraire le contourner. Donc tout ça, c'est des stratégies très complexes que les minorités et les individus essayent de gérer, soit collectivement, soit individuellement d'ailleurs. Je m'entretenais avec Ouda Assal. Elle a écrit le livre « Se dire arabe au Canada, un siècle d'histoire migratoire ». Merci beaucoup. Merci à vous. Nous accueillons sur ce plateau Ouda Assal. Bonjour, madame. Bonjour. Historienne, vous étiez chercheur à l'Université McGill. Vos territoires de recherche, le racisme, l'islamophobie, la discrimination. Vous publiez un ouvrage intitulé « Se dire arabe au Canada ». C'est une enquête sur les origines et le parcours des immigrants d'origine arabe au Canada depuis la fin du 19e siècle. Pourquoi vous avez choisi ce titre, « Se dire arabe au Canada », Ouda? Alors, j'ai choisi ce titre parce que c'était justement la parole des immigrants, de leurs descendants, de cette communauté que j'essayais de restituer, plutôt que simplement la manière dont
ils sont perçus et la manière dont ils sont dits par d'autres. Alors, je travaille sur l'interaction et j'ai travaillé aussi sur les assignations identitaires, mais ce qui m'intéressait, c'était de retrouver leur voix. Ouda, ça laisse présager aussi que se dire arabe, c'est pas une chose facile. Dès le titre, on a cette impression-là. Alors, ce n'est pas facile, en tout cas, c'est très complexe, mais comme toutes les identités qui se construisent, qui circulent dans le temps, dans l'espace, donc c'est toute cette histoire-là que j'essaie de retrouver. Merci et bienvenue à tous ceux qui joignent à nous. Nous accueillons fièrement sur ce plateau aujourd'hui Ouda Assal, né à Beyrouth, au Liban, en 1979. On est en pleine guerre civile. Ouda Assal, vos parents et vous-même, vous quittez le pays. Walid, c'est ce qui a fait partir vos parents du Liban aussi. Tout à fait, je suis né ici à cause de cette guerre. Ouais. Voilà, alors c'est une réalité de l'immigration arabe que vous explorez forcément dans cet ouvrage. Alors, d'abord, vos parents vont immigrer en France, dans votre cas, Ouda Assal, où vous faites des études de doctorat en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Puis, vous venez vivre au Québec à partir de 2005, après avoir fait plusieurs voyages, plusieurs allers-retours entre la France et Québec. Qu'est-ce qui vous amène ici, Ouda? Alors en fait, ce qui m'amène ici, c'est une histoire familiale, un peu comme tous les migrants. Et il se trouve que j'ai une tante qui a immigré ici, mais si on remonte plus loin dans mon histoire, j'ai découvert à posteriori que j'avais d'autres membres de ma famille qui avaient fait le voyage jusqu'en Amérique. Et c'est plutôt ça que je raconte dans cette thèse. C'est une immigration plus ancienne. Si on cherche dans nos familles, quand on vient de cette région, d'ailleurs pas seulement du Liban, de la Syrie, de Palestine, d'Irak, enfin de beaucoup de... Plus récemment, l'Algérie, le Maroc, vous le racontez bien, là, tout le mouvement migratoire arabe depuis la fin du 19e siècle. Dans ce livre, donc, cette thèse, Se dire arabe au Canada. D'abord, pourquoi vous avez voulu faire cette enquête sur le parcours migratoire des Arabes, Ouda Assal? Qu'est-ce qui vous a motivé à la base? Alors, c'est intéressant parce que c'est plutôt un cheminement intellectuel au départ. Alors, évidemment, maintenant, je raconte l'histoire de manière plus personnelle, mais à l'époque, c'était plutôt un cheminement intellectuel parce que je m'intéressais, j'étais plutôt spécialiste du monde arabe et j'ai fait le chemin de l'immigration vers le Canada. Donc, l'histoire de l'immigration devenait, et la sociologie des migrants qui se trouvaient ici devenait un peu l'entre-deux, enfin le point de jonction de mes intérêts scientifiques en fait, même au départ, parce que je m'intéresse aux frontières, aux mobilités, pourquoi on circule, comment ça se passe. Vous avez un territoire de recherche qui est absolument contemporain, évidemment, avec tout le flot migratoire. D'ailleurs, on a célébré il y a quelques jours, ou aujourd'hui même, en fait, on est le 12 décembre, l'arrivée des premiers immigrants syriens, par exemple, au Canada. Ils partent aussi en raison d'une guerre. C'est le parallèle qu'on peut faire avec ce qu'a vécu votre propre famille, la vôtre aussi, Walid, forcément. Vous racontez dans cette histoire que l'immigration arabe, au sens très large, a commencé à la fin du 19e siècle dans un pays comme le Canada. Qui étaient les premiers? Alors, le premier, c'est 1882 quand même, hein? Oui, alors on a un petit débat entre 1882 et 1879, mais en tout cas, officiellement, la date est de 1882, qui est Ibrahim Bounader. Voilà. Exactement. Il était libanais, comme vous, d'ailleurs. Alors, il était libanais, Ibrahim Bounader. En effet, il venait de Zahle, mais beaucoup de gens venaient de ce qu'on appelait la Grande Syrie, en fait. Ils se disaient plutôt syriens, ces gens-là. Ça, c'est intéressant. Il faut décrire ce que c'était la Grande Syrie. C'est avant le démantèlement de l'Empire ottoman. Donc, après la Première Guerre mondiale, on est à la fin du 19e siècle. Donc, la Grande Syrie, c'est pas la Syrie actuelle, là. Absolument pas. C'est en fait, toutes ces frontières sont des frontières coloniales mandataires qui arrivent après la Deuxième Guerre mondiale, en effet. Et au départ, c'est plutôt l'Empire ottoman et des régions qui ont des identités très diverses. Ouais. Et donc, la Grande Syrie, c'est toute cette région autour, on va dire, de la Syrie, du Liban, de la Palestine, de ce qui deviendra la Jordanie. Enfin, vraiment, les frontières sont plus limitées. Ouais. Pourquoi ils partent? Qui sont les gens qui partent de cette région à l'époque et qui sont? Alors, c'est plutôt des paysans, des montagnes. On a toute une crise économique, une crise politique au moment de l'Empire ottoman, plutôt au milieu du 19e. D'ailleurs, ceux qui arrivent au Canada arrivent un peu plus tardivement que ceux qui partent en Amérique du Sud et en Amérique aux États-Unis. Au Brésil, notamment. Ouais. Au Brésil, notamment. Un peu partout, beaucoup aux États-Unis aussi, et donc ils quittent pour des raisons économiques, politiques, sociales. C'est plutôt des paysans, ils sont plutôt analphabètes, ils sont peu éduqués, ils arrivent, ils sont plutôt colporteurs au début. Qu'est-ce que c'est colporteur? Parce que c'est le métier que pratiquent la plupart d'entre eux selon votre enquête, mais qu'est-ce que ça veut dire être colporteur? Tout à fait. Alors c'est même le métier que faisait la mère de Khalil Gibran, qui est une des grandes figures de l'immigration arabe de cette époque, qui lui s'installe plutôt à New York. Alors les colporteurs, c'est ces personnes qui portaient sur leur dos des marchandises,
marchandises, toutes sortes de biens de nécessité quotidienne, de la mercerie, probablement de la nourriture, enfin beaucoup de choses. Et ils allient de village en village. Donc par exemple au Canada et au Québec, on disait, fut une époque, il semble dans les témoignages, qu'on disait le Syrien s'en vient, pour dire que le colporteur arrivait dans les villages du Québec Vous aviez entendu ou du Canada. D'ailleurs, c'est plutôt au Canada. Oui, moi j'avais jamais entendu cette expression. Donc en fait, ces personnes ont marqué l'imaginaire national. Il y en avait à l'île du Prince-Édouard, par exemple. Ils étaient soit en charrette, soit à pied. Donc il y avait les deux. Il y avait des taxes. Il y a eu des difficultés parfois pour exercer leur métier. Ça, c'est vraiment les tout premiers. Et puis assez vite, ils ont construit des petits comptoirs, des petits magasins. Et d'ailleurs, ils ont fait aussi. Ils sont allés vers l'Ouest. C'est vrai en Amérique du Sud aussi. Ils sont allés dans des régions reculées. Donc ils sont devenus marchands. Plutôt. Exactement. Ouais. Ils ont construit leurs magasins. Donc par exemple, dans les années 20-30, rue Notre-Dame, ici à Montréal, on avait une petite scierie. Donc on avait des magasins déjà de ces personnes qui venaient de grandes scieries, qui vendaient, pareil, de la nourriture, des biens. Voilà, on avait tout un réseau en fait. Dans votre ouvrage, vous tracez la migration arabe au Canada en 4 chapitres, en 4 étapes. Donc il y a l'étape des pionniers, l'étape de l'implantation entre dans les années 30 et les années 50. Et c'est là qu'il y a une certaine organisation qui va se passer. Tout à fait. Comment ça va se passer? Parce qu'effectivement, ils viennent de différents pays, là, la communauté arabe. D'abord, est-ce que ça existe, la communauté arabe? Est-ce que ça existe à l'époque? Est-ce que ça existe aujourd'hui? La question est quand même pertinente, là. Tout à fait. Alors, toutes les personnes qui travaillent sur les questions des minorités disent toujours qu'il y a des formes de communauté et des formes de diversité et de division à l'intérieur des communautés. Donc, c'est pas tellement différent qu'ailleurs. C'est sûr qu'ils sont très peu nombreux au début, donc ils ont certainement des solidarités autour des églises, autour des associations qui sont un peu plus évidentes. Plus ils sont petits, plus ils sont localisés. La plupart sont chrétiens d'abord à l'époque. Hein? Alors, ils sont beaucoup plus souvent chrétiens. Il y a quand même des musulmans. On a quand même la première mosquée d'Amérique du Nord, semble-t-il, à Edmonton en 1938, au Canada. En effet. Et donc, c'est des femmes qui sont allées voir le maire pour construire la première mosquée. Donc, c'est intéressant aussi de rappeler cette histoire qu'on a qui font partie du récit national, qu'ils étaient là, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, mais c'est vrai que majoritairement, ils sont chrétiens. J'ai oublié votre question. Non, mais je dis... C'est à l'époque de l'implantation, ils vont commencer, en tout cas, où les immigrants d'origine arabe, on voit bien qu'ils viennent de toutes sortes de pays, de toutes sortes de territoires, vont commencer à se définir, à prendre une certaine parole et à s'organiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'organisent autour du fait qu'ils vont commencer. Alors, ils ont toujours été un petit peu discriminés comme toutes les minorités qui arrivent à l'époque, mais ce qui se passe à partir de 1908 au Canada, c'est qu'on va mettre en place des lois anti-asiatiques, des lois migratoires restrictives et racistes contre la race asiatique, notamment. D'ailleurs, il y avait d'autres populations qui étaient visées, mais du coup, les personnes du Mashrek, donc du Moyen-Orient, ils viennent plutôt quand même de cette région au départ, beaucoup moins d'Afrique du Nord, et donc eux vont être discriminés, vont plus pouvoir ramener des cousins, plus pouvoir circuler. Ils vont en plus être considérés comme de race asiatique, ce qui est extrêmement négatif dans la hiérarchie raciale de l'époque. On dit d'abord, d'ailleurs, que le pire, c'est d'être asiatique. Oui. Qui sont au milieu, en fait, les Arabes. Et que les immigrants convoités ou les immigrants vus d'une bonne façon sont les immigrants européens. On peut déjà questionner ça parce que les Irlandais à Montréal ont pas nécessairement eu la vie facile non plus. Hein. Tout à fait. Plutôt européens du Nord et plutôt... Et voilà, il y a comme une hiérarchie raciale. À l'époque, c'est clair que parmi les Asiatiques, ceux qui étaient réellement visés, c'était plutôt les Chinois, les Indiens d'Inde, qui étaient vraiment, il y a des lois racistes vraiment contre eux beaucoup plus fortes, ils étaient plus nombreux, etc. Et eux se retrouvent un peu comme un dommage collatéral en réalité. Mais au moment où ils s'organisent pour contester le fait qu'ils sont dans la race asiatique, là on lit des documents de gouvernement, on se rend compte qu'on les aime pas beaucoup non plus. On a toute cette image orientaliste, ils sont un peu dangereux, ils vont être fourbes, oui des fois ils sont bons pour faire du commerce, mais quand même il faut s'en méfier. Donc on a tout cet imaginaire d'ailleurs qu'on retrouve pendant des années plus tard, qui est l'imaginaire européen qu'Edouard Saïd a analysé. Absolument. Donc, dans la cinématographie, dans la littérature, oui, avec son livre Orientalisme, certainement. En plus, par la suite, il y a ce que vous appelez la période de transition que vous situez entre 1950 et 1967. En 1967, il y a ce qu'on a appelé la guerre de 6 jours. Oui. Évidemment, conflit qui mettent en place Israël et qui va faire souffrir les immigrants arabes du Canada. Comment? Alors ça commence un peu plus tôt, Israël se met en place plus tôt. Il y a déjà une contestation à partir de 1945 sur la création de l'État d'Israël par des immigrants arabes ici, ce qui est intéressant à rappeler parce que c'est une histoire qui est complètement méconnue. Mais après 67, en effet, les questions internationales vont faire que l'image des Arabes devient de plus en plus visible. D'abord, on s'intéresse plus à eux, ils sont plus sous le feu des projecteurs, on va dire. Parce qu'ils sont, certains d'entre eux pro-Palestine. Donc c'est là qu'on commence à leur accoler l'adjectif de terroriste, là, Ouda Assad. Tout à fait. Alors ils sont pro-palestiniens parce que
Naturellement, c'est une question de droits humains, d'autodétermination des peuples, etc. Donc, ils sont sensibles à cette cause. Certains viennent de Palestine, d'autres viennent de la région, mais considèrent que c'est une question qui touche le Moyen-Orient, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et donc, ils se mobilisent et là, ils vont être réprimés, surveillés. Surveillés par la GRC qui va placer des micros dans certains locaux d'associations arabes, par exemple, poursuivre certains. Évidemment, limiter le passage aux frontières ou le rendre très compliqué entre le Canada et les États-Unis. C'est encore le cas aujourd'hui, là. Ben, c'est ça qui est intéressant, je pense. C'est de rappeler cette histoire parce que à l'époque, comme vous disiez, ils étaient chrétiens, donc toute la question de l'islamophobie, de la surveillance des musulmans et du terrorisme n'était pas encore à l'ordre du jour, mais ils étaient déjà perçus ou suspectés d'être terroristes, alors que, et ça c'est important de le dire, il n'y a jamais eu aucun incident, il n'y a jamais eu de contestation violente au Canada dans les formes de lobbying ou de sensibilisation à la question palestinienne qu'ils essayaient de faire valoir au Canada parce qu'ils considéraient que le Canada avait plutôt une position pro-israélienne. Donc évidemment, la continuité avec la période actuelle est vraiment intéressante à voir. Bien sûr. Bon, alors votre recherche s'arrête dans les années 80 ou dans la salle. Évidemment, il y a les événements du 11 septembre 2001 qui ont changé la donne quant à la perception qu'on a des peuples immigrants arabes. Bon, il y en a on est rendu à la 3e ou 4e génération. Il y a beaucoup d'Arabes aujourd'hui qui, évidemment, sont nés ici. Leurs parents sont nés ici. Selon le recensement de 2011, il y aurait 380 000 Canadiens d'origine arabe, 166 000 au Québec et en Ontario, 151 000, pour être très précise. Merci, Raya Damoud. Oui, ça vous impressionne. Non, mais c'est intéressant de voir le bassin. Alors, les Canadiens d'origine arabe sont 2 fois plus susceptibles d'avoir un diplôme universitaire que les adultes canadiens. Et ils sont en général plus susceptibles d'être au chômage que les Canadiens. Voilà. Comment on explique ça, Ouda Assal? Alors, c'est une réalité, une tendance qu'on a démontrée sur beaucoup d'immigrants, mais ce qui est particulièrement frappant, et c'est vrai au Québec pour la population maghrébine qui est la plus touchée par le chômage, par exemple, pour relocaliser un peu ces chiffres qui sont vrais sur l'ensemble du territoire canadien. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on se demande pourquoi cette population n'a pas été blanchie, n'a pas réussi. Pourquoi? Et c'est la même chose pour les populations noires qui sont là depuis très longtemps. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Vous parlez de blanchiment d'ailleurs. Tout à fait, parce que justement, les Italiens sont sortis des minorités racisées. Aujourd'hui, quand on est italien, on va pas être discriminé en emploi, on peut être en politique, dans les médias, on est partout. Alors que les Arabes ne sont pas sortis du racisme, en fait, ne sont pas sortis de cette minorité racisée, comme disent les sociologues. Donc, évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Alors, une des raisons, c'est quand même pas, il me semble, c'est la question internationale. C'est-à-dire que oui, il y avait des enjeux internationaux qui faisaient que le Canada était en porte-à-faux finalement avec les intérêts que défendent les Arabes ici. Et pour la question palestinienne, par exemple, ils le sont encore, mais ils le sont encore plus aujourd'hui. Quand on va faire la guerre en Afghanistan, quand on a des intérêts, quand il y a la guerre contre le terrorisme, évidemment, ces populations-là, d'un point de vue local, vont avoir des répercussions dans la manière dont on les perçoit et on les traite. Et c'est vrai que c'est malheureux parce que, évidemment, il y a des formes de résistance. Ces populations essayent de démontrer qu'elles font partie de la réalité nationale. Il y a une question du religieux aussi. Quand vous parlez des populations migrantes italiennes, ils sont catholiques pour la plupart. Et bon, vous l'avez dit, les nouvelles générations d'immigrants d'origine arabe, beaucoup sont de confession musulmane. Est-ce que ça pose pas un problème aussi? Alors moi, je pense que non. Je pense que c'est une manière de le voir. Parce que justement, moi, d'abord, les Italiens ont été discriminés par l'Église catholique. Absolument. C'est quelque chose qui est très important à rappeler. Et les minorités chrétiennes orientales ont aussi été discriminées par l'Église catholique, comme les autochtones et d'autres. Donc évidemment, il y a toute cette responsabilité de comment ça s'est passé historiquement. Le fait qu'ils soient chrétiens aujourd'hui, ça dépend de leur positionnement politique, ça dépend de beaucoup de choses qui font qu'ils vont être plus ou moins discriminés. Il y a aujourd'hui des chrétiens libanais qui sont discriminés parce qu'on les croit musulmans, par exemple. Donc il y a une espèce de stigmatisation. Beaucoup de choses aussi, il y a des amalgames. Évidemment, le principe du racisme, c'est d'avoir des frontières très floues et d'avoir des marqueurs qui ne correspondent pas à ce que les personnes, la manière dont les personnes s'identifient. Oui. Ouda Assal, votre ouvrage, évidemment, éclaire beaucoup de choses. Un siècle d'histoire migratoire, se dire arabe au Canada, c'est publié aux presses de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Avec Marie-Louise Arsenault. Plus on y de fou, plus on lit. Sur Ici Radio-Canada, première.